Bonjour à vous ou rebonjour si vous étiez là ce matin. Bienvenue en tout cas qui que vous soyez dans la suite de ce web colloque consacré, je vous le rappelle, au cas où vous vous seriez trompé d'adresse. Ici, on parle bien du programme Live Tourbière du Jura. Ce matin, on a bien dressé le décor, le contexte de ce programme Live, ses enjeux, ses ambitions, sa philosophie aussi d'intervention. Et puis cet après-midi, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des choses. On va passer dans cette première émission qui va durer une heure et demie environ. On va rentrer vraiment dans le très concret des travaux. L'émission sera coupée en 3 parties avec à chaque fois une problématique rencontrée sur les tourbières et puis un type d'action, un type de travaux qui a été mené. On va vous raconter tout ça. Mais avant cela, je vous propose une petite plongée en images dans ces tourbières. Voilà, ça vous a donné déjà une petite idée de la nature de ces fameux travaux dont on va parler ensemble maintenant. Juste avant, je vous rappelle qu'il y a un chat, vous y avez accès, je vois, vous êtes déjà nombreux à nous redire bonjour, donc salut tout le monde, merci d'être là. Il sert aussi à poser des questions, il ne faut pas hésiter, pendant que les uns et les autres vont nous parler des interventions, des travaux, n'hésitez pas à poser des questions, moi je vais les relayer autant que faire se peut pour qu'on puisse vous répondre, ça rend quand même les choses interactive et même si vous êtes loin, vous êtes quand même un petit peu avec nous. Allez, c'est parti. Premier cas, on va parler de drainage. Donc, premier cas de figure, un site exploité, drainé, dont on va parler avec vous, Julien Langlade. Je rappelle que Pierre Durlet est à mes côtés aussi pour toute cet après-midi, cette émission, en tout cas, Pierre, je vous la libérerai peut-être à un moment donné, et encore que c'est pas sûr. Je rappelle que vous travaillez au Parc naturel régional du Haut-Jura. Et donc, à distance, Julien Langlade, qui est chargé de mission au Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté. Bonjour, Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors c'est bizarre, on n'est pas ensemble sur le plateau, mais bon, normalement, on devrait pouvoir se parler comme si vous étiez à côté de nous, si tout va bien. Alors, je le disais, on va parler d'un cas, on va parler d'une problématique, et là, la problématique, elle est claire, c'était un site exploité. On est sur quel site déjà, Julien ? Alors, on est sur le site des tourbières des Cerneux-Gourineau, en fait, un site qui est situé sur le second plateau du Doubs, donc dans le département qui porte le même nom. Voilà, c'est un site d'une 60aine d'hectares qui est occupé par une pinède à crochet, donc un haut-marais. On va peut-être le situer sur la carte IGN, voilà. Donc, c'est ce site-là, en fond d'anticlinal, en fait, un dépôt tourbeux qui occupe une vaste superficie.
Pourquoi on exploitait ce site et pourquoi est-ce que l'on dit que c'est un site drainé encore? Alors, comme on l'a vu ce matin, on en a un peu Oui. parlé. Autrefois, en fait, on avait besoin de tourbes pour se chauffer. Donc, ce site en particulier a fait l'objet de différentes exploitations, phases d'exploitation de tourbes, plutôt d'ordre familial, sur sa périphérie. Et puis, il porte encore les stigmates aussi de nombreuses, en fait, de nombreux fossés drainants, en fait, qui ont pu traverser la tourbière autrefois avec voilà, la volonté d'y enlever en fait, l'eau pour pouvoir la valoriser en fait, selon les moyens de l'époque. Donc Oui, c'est des choses qu'on ici, voit oui. encore. Et là, ici, ce qu'on voit, c'est… Voilà, tout à fait. Là, en fait, on voit à gauche en fait, un fossé drainant qui traverse la tourbière. Donc, c'est la partie rectiligne assez sombre en fait, qui va venir enlever l'eau en fait, qui est maintenue dans ce système-là. Et en fait, en enlevant l'eau, en retirant l'eau, la tour va progressivement se minéraliser, le milieu va changer, évoluer vers quelque chose en fait, qui n'est plus l'objectif recherché en termes de maintien et de conservation de l'habitat. Donc, Et à premier droite, effet, en fait, c'est on voit une vraiment… fosse Pardon, d'extraction. pardon, je vous ai interrompu. Continuez, pardon. Non, à droite, en fait, on voyait une fosse d'extraction. Vraiment, c'est les deux types d'atteintes qu'on peut, principales atteintes qu'on peut constater sur les tourbières. Donc, on voit juste une canne sonde, je ne sais pas si vous arrivez à la distinguer, elle fait 1 mètre de haut, donc on peut imaginer que le front de taille qui s'est affaissé là pouvait mesurer jusqu'à 2 mètres. Donc, voilà, on appelle front de taille comme dans une carrière, en fait, où on vient retirer la pierre. Dans la tourbière, on venait retirer la tourbe et on laissait un front d'exploitation. Et ce front se comporte en fait comme un fossé drainant. On retire l'eau en fait qui est suspendue normalement euh, le long de la fosse d'extraction. Donc, Voilà. première conséquence, ça veut dire que du coup, on se retrouve avec un assèchement du milieu. C'est ça, tout à fait. Donc les conséquences principales de ces actions en fait qui datent déjà de quelques siècles, ça a été de retirer l'eau en fait qui est vraiment le support générateur de la croissance du haut-marais en fait sur ce secteur-là. Donc en retirant l'eau en fait on va observer une minéralisation en fait de la tourbe. L'oxygène va venir jouer son action en fait au niveau des bactéries. En fait, elles vont détruire en fait la matière organique et du coup le corps tourbeux va s'affaisser. Et c'est en fait, du coup, c'est une dégradation de la tourbière et de son fonctionnement. Alors, donc, assèchement, et puis, alors on l'a évoqué un petit peu aussi ce matin avec Geneviève et avec Pierre, apparition d'arbres qui, a priori, ne devraient pas être là. Et vous avez pu le Voilà. constater. Donc, effectivement, c'est le constat sur la tourbière des Cerneux-Gourineau. Donc, on a à la fois en fait, cette pinède à crochet en fait, qui résulte d'une action anthropique très lointaine, ça, on le sait, mais en plus de ça, en fait, par-dessus cette pinède à crochet, en fait, très localement, on va avoir le développement de l'épicéa et du bouleau, en fait, qui vont venir progressivement occuper en fait, les zones les plus sèches et qui vont s'assécher. Donc là, on le distingue, par exemple, sur les photos aériennes, c'est les zones claires. C'est des choses qu'on percevait sur le terrain quand on a commencé à étudier le site physiquement, mais parfois, en fait, c'est assez masqué en fait, sur des sites forestiers comme celui-ci. Donc, c'est pour ça qu'on a fait appel à des technologies, en fait, des nouvelles techniques comme le LIDAR dont on a parlé ce matin. Donc, l'exemple de la tourbière des Cerneux-Gourineau est assez parlant. On voit ici sur ce fond gris, en fait, qui est un modèle numérique de terrain assez précis, une modélisation des pentes. En fait, les zones foncées en fait, sont les pentes assez abruptes qui correspondent souvent en fait, aux berges des fossés ou au front d'exploitation. Et là, en fait, on les a pointés, fléchés, on les distingue très bien en fait, dans ces milieux-là. Tout à l'heure, là, sur la photo, on voyait les pins à crochet, puis on voyait une coupe d'arbres qui était intéressante parce qu'elle raconte quelque chose, en fait, cette coupe. Oui, excusez-moi, je ne suis pas revenu dessus, mais tout c'est à pas fait. grave. En fait, l'anecdote veut que, en fait, quand on a ouvert la pinède à crochet pour pouvoir y accéder, j'y reviendrai plus tard, on a pu couper en fait ces pins à crochet et en faisant un petit peu
dendrochronologie, en fait, en comptant les cernes des bois, on s'est aperçu que les arbres avaient parfois 190, 195 ans, donc avec des diamètres de l'ordre de 20 à 30 centimètres. Donc, ce sont des arbres dont on sait qu'ils sont apparus, en fait, qui ont colonisé vraiment le site après une longue période d'exploitation de la tourbière. Alors, j'entends par exploitation différents types d'exploitation, pas forcément de l'extraction de tourbe, mais aussi du drainage, peut-être du pâturage, des choses en fait. Et donc, l'apparition du pin à crochet d'une manière assez soudaine, puisque en fait, tous les arbres ont à peu près le même âge sur la tourbière, ce qui est assez surprenant. Ouais. Donc, face à tout ça, Julien, on l'a compris, hein, l'exploitation, le drainage, les fosses, etc., il faut agir. Et c'est là, donc de ce cas, là, on a compris le contexte. Et l'idée, c'est quoi? C'est que vous avez cherché finalement à faire remonter faire remonter le niveau d'eau, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais faire revenir de l'eau. C'est ça. En fait, l'élément manquant, en fait, quand on vient drainer une tourbière, on cherche à retirer l'eau pour pouvoir justement soit l'exploiter de différentes manières. Nous, ce qu'on va chercher à faire, en fait, c'est donc de faire remonter ce niveau d'eau, soit en fait de refaire circuler l'eau différemment, soit de la remonter au niveau, au moins localement, pour que en fait le processus de turfigénèse dont on parlait ce matin, hein, la réactivation en fait de la croissance des sphènes dans un milieu qui est quasi tout le temps en fait submergé, puisse se faire. Donc là, on a un autre type d'image en fait sur lequel on montre précisément ce qui a été fait dans le cadre de la tourbière des Cerneux-Gourineau. Donc, on a deux sites un peu distincts qui sont un peu des cas d'école. Donc, sur la partie droite de l'image, en fait, des fosses d'extraction qui sont en fait des fosses dont il faut imaginer en fait qu'on venait extraire la tourbe comme dans une carrière. Donc, on partait du bord, puis on allait progressivement vers l'intérieur de la tourbière avec un gradient en fait donc d'un front de taille qui s'élevait en avançant dans la fosse. Donc, on est venu fermer ces fosses-là. C'est des traits rouges qui sont matérialisés en fait sur la traits rouges et traits jaunes et bleus, pardon, excusez-moi, sur la figure. Et puis l'autre cas en fait pratique du fossé de drainage en fait cette fois-ci qui avait vocation à enlever l'eau en fait ou à dériver l'eau en fait de son écoulement naturel. Donc là on est venu le fermer ponctuellement par endroits pour remonter localement le niveau d'eau et faire basculer le sens d'écoulement selon la direction des flèches bleues en fait que j'ai indiqué sur la figure. Et du coup, on ferme comment? On ferme en mettant des barrages, en quelque sorte. Tout à fait. Donc, c'est vraiment, on s'est inspiré, hein, on l'a dit ce matin, du guide Régénération des hauts-marais suisses. Donc, on n'a rien inventé, même si on a participé aussi au développement de la méthode. On vient en fait mettre dans le corps tourbeux, implanter des palissades en bois, donc des barrages en bois qui vont soit freiner l'eau, soit la bloquer, la rediriger ailleurs. Et pour Je pense qu'on peut voir des images en fait, peut-être. Soit on a des photos, soit on doit avoir des images là qui pourraient montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà, tout à fait. Donc ici, on a typiquement la palissade en fait, qu'on appelle la palissade en madrier de bois. Donc, on voit en fait qu'on implante des madriers qui sont usinés de manière à pouvoir en fait se glisser les uns dans les autres. On appelle ça rainé cranté. Donc, ils ont une face en fait femelle et une face mâle qui viennent s'emboîter les uns dans les autres. Ils sont implantés dans la tourbière. C'est profond, Julien. Ils sont implantés profondément. Ça va dépendre en fait des types de travaux qu'on réalise, mais ce qui est important en fait, c'est qu'ils viennent s'implanter dans le substrat minéral qui est sous la tourbière. Donc, on a vu ce matin en fait, pour ceux qui n'étaient pas là, qu'il y a un substrat étanche qui permet souvent en fait l'édification du corps tourbeux. Et ici, en fait, on va chercher à atteindre ce niveau-là pour que l'eau, en fait, avec la pression qui va s'accumuler derrière la palissade, ne passe pas sous l'ouvrage. Et puis là, ce qu'on vient de voir, les dernières images qu'on a vues, qu'on comprenne, on remet de la tourbe après. Alors, c'est allé un peu vite, mais oui, en fait, une fois techniquement, qu'on a rentré en fait ces madriers les uns à côté des autres, on va avoir une palissade qui va être établie à même dans le sol, et qui va être imperméable à l'écoulement des eaux.
Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va venir, une fois qu'on s'est assuré de son étanchéité et qu'elle est Mmh. fonctionnelle, on va venir, en fait, la recouvrir de tourbe pour éviter la dégradation, en fait, du bois, qui, s'il était laissé à l'air libre, progressivement, en fait, s'altérerait. Mmh. Donc la tourbe, elle a cette capacité, en fait, à maintenir humide les parties, en fait, boisées de la palissade et éviter ainsi, en fait, d'avoir. Voilà. Et Hugues, notre réalisateur hyper efficace, nous remontre l'image que j'avais Voilà. repérée. Il est Donc là, on voit, fantastique. Voilà. une machine en fait qui est en train de recouvrir la palissade qui a été. Alors, on le voyait auparavant, hein, les palissades, c'est assez précis quand même, même si on travaille avec des grosses machines Ouais. qui sont parfois impressionnantes dans ces milieux-là, au-delà des dégâts potentiels qu'elles peuvent faire, mais on en reparlera peut-être. On essaye d'éviter ça au maximum. On a un travail de précision qui est de l'ordre du décimètre près. Ouais. Grâce au lidar, en fait, on arrive à savoir, à se niveler en fait par rapport à la topographie de surface et à faire en sorte que nos débordements en fait aillent d'un sens ou d'un autre selon le but recherché. Et parfois, on met des panneaux entiers de bois, hein, c'est ça, hein, c'est pas forcément Tout à les fait. mêmes types de palissades, il y a plusieurs matériaux possibles en fait. Hein. Donc, on va avoir deux types de techniques. Alors, les matériaux restent les mêmes, hein. En fait, on est sur du bois à chaque fois. On verra qu'on peut utiliser d'autres types de matériaux, mais là, les illustrations en fait montrent euh, des panneaux en fait de bois. En fait, c'est ce qu'on appelle des panneaux triplis. En fait, ils sont assemblés les uns les autres, donc c'est une épaisseur de l'ordre de 3 à 4 cm, qui viennent être insérés directement au travers d'un fossé. Ceux-là, on les utilise à d'autres occasions, quand soit les profondeurs en fait le permettent, soit le fossé est en fait de très petite taille et le permet, soit pour venir combler complètement un fossé. Il faut imaginer qu'on va en mettre régulièrement, puis on va pouvoir venir remettre de la tourbe entre les panneaux et permettre justement à éviter que l'eau évacue cette tourbe en suivant à nouveau le conduit qu'avait créé le fossé drainant. Juste deux questions arrivées sur le chat pour vous, Julien ou Pierre, si vous voulez compléter les réponses également. Alors, d'abord, concernant le bois, puisqu'on en parlait, c'est Anthony Bahuot qui nous demande si le bois utilisé est d'origine locale, en fait. Alors, l'origine locale, oui. C'est pas forcément un critère qui est toujours. Mais oui, du coup, c'est de l'épicéa ici, en l'occurrence, non traité pour ce qui est des madriers. Donc, usiné. Oui, Et donc, Pierre. Donc c'est du bois local pour tout ce qui est madrier, puisque ça vient de Syrie à proximité. Par contre, forcément, le tripli, on n'a pas de fabrication jurassienne de panneaux de tripli, donc là, ça vient d'un peu plus loin. Mais dès qu'on est sur du façonnage local, donc le madrier, oui, on est sur du bois local, parce que le Jura est quand même encore boisé, et c'est une ressource. Et puis je reviens un petit peu en arrière dans le chat avec Guillaume Doucet qui demandait, quand on a parlé tout à l'heure, Julien, des pins à crochet et de l'âge de ces arbres avec des âges spectaculaires quand même, hein, que vous aviez trouvé. Il demande, Guillaume, arrive-t-on à différencier arbres plantés anciennement et arbres arrivés naturellement? Est-ce qu'on est sur des zones où il y a eu de la plantation je crois qu'il faudrait aller rechercher dans les archives du Conservatoire botanique, mais sur l'apparition du pin à crochet en fait, dans la région. Voilà, je ne me rappelle pas exactement des conclusions. Je crois qu'en fait, l'arrêt de l'exploitation, en fait, l'exploitation des tourbières, y compris le pâturage, si j'ai bien compris, ont entraîné en fait son développement de manière assez importante sur les tourbières. Et puis une dernière question de Mathilde Esselin qui nous dit, alors là on rentre dans la technique, mais comment avez-vous sélectionné les madriers? Sont-ils similaires aux madriers types qu'on utilise par exemple pour les chalets? Alors on s'est inspiré du guide du coup de régénération des hauts marais, mais du coup les dimensions en fait elles sont calculées, si je réponds bien à la question, si c'est ça la question, elles sont calculées avec les sondages qu'on réalise sur le terrain. Donc Oui. on va sonder la tourbe à l'aide de carottiers qui nous permettent de connaître les profondeurs et ensuite on va dimensionner en fonction du lidar la longueur de la palissade. Donc après on a des entreprises qui sont maintenant aguerries à ce type de calcul et qui nous mesurent voilà la longueur, enfin le nombre de madriers qu'il faut pour
pour que ce soit bien adapté. Pierre, vous vouliez compléter? Oui, peut-être juste donc, pour ces madriers. Déjà, il y aura des éléments plus précis dans le recueil technique qu'on est en train de rédiger qui finalisera le live. Mais c'est issu de... Donc, effectivement, comme les madriers de construction de chalets, comme les jeux Jura, en plus on est dans le Jura, donc voilà. Mais c'est ce côté René-Crété pour qu'ils s'enfoncent l'un dans l'autre. Et après, c'est issu de l'expérience des Suisses avant nous et puis de nous et des entreprises qui ont sélectionné quelle était la taille la plus facile. Alors, la longueur, ça dépend de l'épaisseur de tourbe, mais la largeur et l'épaisseur du madrier, c'est une expérience pour qu'un homme soit capable de le manipuler tout seul. S'il était trop grand, ça serait trop lourd et difficile à mettre en place. Donc là, c'est issu d'une expérience. Donc on est, dans le cas de nos madriers, sur une largeur d'environ 10 cm et une épaisseur de 10 cm et une largeur de 16. Et ça, c'est l'expérience qui nous a amené à ces expériences-là. Et pour le pain accroché, juste pour répondre à Guillaume Doucet, donc on a dans nos restes souterrains de tourbes, on retrouve du bois qui semble être du pain accroché. Donc avant l'exploitation humaine, il y avait du pain accroché sur nos tourbières. Et là, ils sont revenus tous de manière très concomitante parce que c'est au moment où l'homme a arrêté d'exploiter la tourbière, la forêt a repris le dessus parce que les conditions étaient favorables à sa reprise. Mais ce n'est pas de la plantation a priori. Je ne vais pas être sympa, il va falloir que vous fassiez des réponses un petit peu plus courtes parce qu'il y a plein de questions passionnantes qui arrivent. Et en plus, Julien, on n'a pas tout à fait fini quand même. Alors, on va accélérer, je vais répondre simplement, mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on a vu tout à l'heure les images, les engins, les pelleteuses, mais vous dites, en fait, on est très précis, on cherche le réennoiement, mais on ne veut pas faire de piscine. Quand on sait qu'il faut remonter de 30 cm, ce n'est pas de 40, quoi. Et vous pouvez le faire. C'est ça, tout à fait. Le lidar le permet, en fait. Une fois qu'on est sur le terrain, on se cale avec donc soit des appareils appropriés, soit directement avec le terrain naturel, et on arrive à obtenir en fait des résultats qui sont très satisfaisants. Et on a des entreprises très 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 douées en fait pour pouvoir atteindre ces niveaux de précision. Là, on avait des images, on aurait pu montrer, effectivement, on voit bien, on surveille pour pas que le niveau d'eau aille au-delà de ce qu'on s'était fixé comme objectif. Et puis, autre thème un petit peu impressionnant, c'est l'héliportage, c'est-à-dire qu'on l'a vu, on est sur des zones parfois très difficiles d'accès, il faut beaucoup de matériel, et là, on voit les images qui défilent, il y a un choix qui a été fait, c'est de faire amener ce matériel par hélicoptère, donc ça rajoute au côté impressionnant. Pourquoi on fait ce choix-là? Ça gagne du temps, ça... Oui, tout à fait. En fait, on parlait de madriers de bois tout de suite. On parlait Donc, il faut savoir que sur une tourbière comme celle des Cerneux-Gourainaux, on a apporté à peu près l'équivalent de 50 mètres cubes de bois. Donc, pour pouvoir apporter, en fait, là, on les voit, en fait, qui sont héliportés. Ces fagots, c'est les madriers qui sont mis en fagots de 900 kg, si je ne dis pas de bêtises. Si on avait dû les amener avec des machines, il aurait fallu, en fait, faire des allers-retours incessants entre la tourbière et la zone de dépôt. Assez rapidement, en fait, on nous a proposé en fait la solution de l'héliportage et en y regardant de plus près, le temps qu'on gagne en fait à amener les madriers sur la tourbière à l'emplacement prévu est largement en fait avantageux par rapport au temps qu'on aurait pris à faire les allers-retours. En plus de ça, on n'utilise pas forcément plus d'énergie fossile. Et puis, la dernière chose, et pas des moindres, en fait, ça évite le passage des engins à plusieurs reprises en fait, sur des zones d'accès. Donc là, il fallait traverser le Haut-Marais plusieurs fois. On a eu à le traverser que 2 fois finalement, une fois pour y accéder, faire les travaux, et une fois pour sortir, et c'était fini. Donc plein de bonnes raisons, plein de bonnes raisons, d'arguments pour l'héliportage. Une question de Manon Bertrand qui dit: comment continuez-vous à enfoncer ces madriers de bois quand vous rencontrez un obstacle, comme un vieux tronc enfoui par exemple? Alors, parfois, c'est difficile. Parfois, on sent que ça bloque, mais on est équipé, on a des machines en fait, qui permettent le passage en fait, des madriers. Alors, les madriers, il faut savoir qu'on ne l'a pas précisé, mais ils sont biseautés au fond. Donc, ils sont biseautés pour 2 raisons. Une raison assez simple, c'est pour s'enfoncer un peu mieux. Et puis, en fait, le biseau permet de coller le madrier à l'autre madrier. En fait, eh bien, ça répond à la question de Mathilde Esselin, qui posait une question sur l'étanchéité entre madriers. Eh bien, voilà, ils sont biseautés, entre autres, pour ça.
Alors, ils sont biseautés pour se coller les uns aux autres, mais l'étanchéité, elle est faite vraiment par le renne écranté. Donc, il y a un cran qui vient s'enfiler dans l'autre. Donc, ça, Parfait. ça, ça augmente la superficie en fait, de contact du bois et ça permet d'assurer une bonne étanchéité. Désolé, je vais un peu vite, mais forcément, parce que Ouais, allez-y. ça y est, hein, c'est comme ça, c'est déjà la course, tellement il y a de questions, tellement c'est passionnant et qu'on a de choses à dire. On a vu l'ampleur des travaux. Ces traces-là disparaissent, on ne les voit plus, les traces des travaux après? Alors ça met un peu de temps, c'est des milieux qui sont assez longs à cicatriser, mais on a des résultats en fait qui sont très satisfaisants. Bah, ici, par exemple, on a des travaux qui ont été réalisés en 2017. La photo a été prise en 2019. Voilà, il a fallu à peu près 2 années pour obtenir ce résultat-là. Donc, on peut considérer que les traces, c'est très impressionnant au début hein, de voir ces engins Bah oui. circuler. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, finalement, rapporté au centimètre carré, ça a moins d'impact que le pas d'un homme. Donc, Ouais. et on prend toutes les précautions nécessaires. Si on a besoin, en fait, on va travailler en plus des matériaux qui ont une faible portance parce qu'ils sont équipés de chenilles larges. On va travailler sur des grands plateaux en bois en fait, qui vont encore amoindrir la portance. Donc, on est tout à fait capable aujourd'hui de travailler et de faire se cicatriser des zones qui ont été très localement, encore une fois, c'est très local. Hein, du coup, Tout- tout- euh, l'impact vraiment sur la tourbière est très, très localisé. Toutes les images qu'on vient de voir montrent la recolonisation, en fait, ça montre du avant, du après, en fait, hein, c'est ça. Hein. Ah, tout à fait, oui. Mm. Et ça veut, On parce que voit sur que les cerneux, rapidement, en fait, des zones qui connaissaient un battement de nappe, en fait, avec une fluctuation du niveau d'eau trop importante, en fait, ont été recolonisées parce que l'eau est à saturation tout le temps au niveau du sol et ça permet la recolonisation assez rapide par les sphènes. Hein, et les sphènes, donc, du coup, l'espèce ingénieure des hauts marais, quoi. ouais, Donc, on en voit un bel exemple ici. Donc, de reprise de radeaux de sphènes, en fait, à la fois dans des gouilles qui ont été creusées et puis sur des zones en fait, qui ont été remouillées. Donc, qui vont s'appuyer sur les troncs d'arbres d'épicéa qui sont morts, hein, puisque, comme le disait Geneviève ce matin, pendant longtemps, en fait, on a essayé d'enlever les arbres des tourbières pour les remettre en lumière. Maintenant, en fait, en remontant le niveau d'eau, on se rend compte que les arbres comme les épicéas, en fait, qui ont tendance à pomper de l'eau ou faire trop d'ombre, en fait, vont mourir et laisser place en fait, à une végétation beaucoup plus adaptée. Pierre. Et une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que là, on vous montre juste le lieu des travaux, mais l'effet de boucher un fossé, c'est souvent de réengager un flux d'eau et supprimer une interception par ce fossé. Donc finalement, on a une cicatrice à un endroit, mais pour réhabiliter une grande surface dans laquelle on n'a pas du tout été, mais qui sera réhabilitée sur le long terme parce que le flux d'eau est restitué sur l'ensemble de la surface. Deux petites questions pour terminer, Julien, pour vous, et puis Pierre aussi peut-être pourra répondre. Est-ce que certains ouvrages, c'est Geoffroy qui nous demande ça, est-ce que certains ouvrages ont nécessité une reprise suite à un tassement inattendu, par exemple? Alors, on n'a pas eu de reprise. Enfin, moi, j'ai pas fait. Il n'y a pas eu de reprise au niveau de l'implantation des palissades, mais c'est vrai qu'on constate en fait sur le merlon de tourbe qui recouvre les palissades, parfois un tassement de la tourbe qu'on avait essayé d'anticiper en les recouvrant en fait soit de la végétation qui est grattée avant de les implanter, soit d'un paillage en fait qui permet de maintenir l'humidité. Malheureusement, en fait, après 2017, il y a eu l'été 2018, l'été 2019 et l'été 2020 qui n'ont pas simplifié les choses de ce point de vue-là. Et une reprise de la végétation plus rapide aurait permis peut-être d'éviter ce genre d'écueil. Un élément qui est important, normalement, si l'ouvrage est bien implanté, on n'a pas de souci. Par contre, une mauvaise gestion de chantier, et si on circule à proximité des ouvrages que l'on crée, effectivement, là, on modifie la topographie qu'on avait anticipée, et là, on peut avoir des contournements et nécessiter une reprise. Donc, la qualité du chantier est très, très importante pour minimiser les reprises. Très rapidement, on s'attendait à cette question. Combien ça coûte une journée d'héliportage? Et ça, c'est Mathilde Desselin qui nous pose la question. Si on n'a pas la réponse, on répondra plus tard. Oui, on pourra apporter la réponse. Ça va dépendre de tellement de paramètres. Ben oui. Je pense que enfin, voilà, l'aller-retour déjà. Après, on peut les valoriser différemment. Ici, on n'a pas valorisé, par exemple, le contre-voyage. Je sais que sur d'autres sites, en fait, on peut valoriser le contre-voyage, c'est-à-dire que les arbres qu'on a coupés, on va les exporter en dehors du site, peut-être les valoriser
dans une filière bois. Et voilà, donc le prix est variable. Super. Je dis à Hubert Maître qui pose une question sur le temps qu'il faut attendre pour voir les effets. Ça fera partie d'une séquence d'une autre émission. On reviendra sur cette question-là. Donc, je termine avec... voilà, alors non, ça c'est pareil, les Sphènes pour François Gillet. Non, on arrête là pour les questions. Désolé, mais restez avec nous parce qu'on y répondra plus tard. Oui, une précision Julien peut-être, du coup, juste pour donner une enveloppe de prix, les travaux, c'est à peu près 160 000 € sur un site comme celui-ci. Ok, Voilà. ah ben voilà, merci pour cette précision. L'ensemble du chantier. Hein. Oui, pas que l'héliportage, évidemment. compris. Ça fera quand même un peu cher. On rappelle, le recueil d'expériences, on va le redire beaucoup cet après-midi, reviendra sur tout le détail de ce type d'intervention. Mille merci, Julien. L'exercice, il n'est pas facile. En plus, on est à distance. Vraiment bravo à vous et merci pour cette présentation très, très précise. On avance avec un autre cas de figure. On va parler de cours d'eau malmenés. Voilà, on va parler donc de la restauration d'un cours d'eau rectifié, comme l'indiquait là le petit jingle. On aurait pu dire, si on a voulu... Oh là là, pardon, je recommence. On aurait pu dire, si on avait voulu faire un peu de poésie, comment redonner des courbes à un ruisseau. Voilà. Moi, j'aurais bien aimé qu'on l'intitule comme ça, cette séquence. Bonjour Jean-Noël Reich, vous devez être avec nous, Jean-Noël, à distance également. Vous êtes hydrobiologiste à l'Épage Audoux Haute-Loup. Voilà, vous m'entendez bien, vous nous entendez ? Bien, oui. Super. On va donc s'intéresser à un cours d'eau et à ses affluents. On va parler du Drugeon, on a déjà entendu parler du Drugeon depuis ce matin, et un de ses affluents qui s'appelle le Goutreau. Alors comme d'habitude, on va commencer par une carte pour situer là où nous sommes. Racontez-nous, on est où ? Là, on est dans le bassin du Drugeon, donc à quelques kilomètres de la tourbière de Frasnes qu'on a abordée tout à l'heure. On est à mi-distance, je dirais, entre Frasnes et Pontarlier dans le Haut-Doubs. Et donc, on sait que les affluents du Drugeon, pour beaucoup, ont été rectifiés par le passé. Alors, pas que les affluents, le Drugeon lui-même. Le Drugeon, c'est une rivière qui faisait à peu près 40 km et qui déployait ses méandres dans la vallée du Drugeon et qui a subi dans les années 60, enfin entre 50 et 70, de larges travaux de rectification. On va voir une photo d'ailleurs, voilà, c'est formidable, c'est tout droit. Non, c'est tout droit, ouais, c'est pas une autoroute, c'est bien le Drugeon là. Donc sur les différentes photos, on voit les anciens méandres et le tracé rectiligne qui a été transformé. Et ce qu'on devine aussi, les traits un peu perpendiculaires à ce Drugeon, ce sont des affluents qui ont également été totalement rectifiés. Question à 2 €. Pourquoi est-ce qu'on rectifiait le Drugeon ou ses affluents ou d'autres cours d'eau d'ailleurs, Pourquoi est-ce qu'on rectifiait ? À l'époque, ce qui avait été l'origine du projet sur le bassin du Drugeon, c'était de la récupération de terrains agricoles sur les zones de marée. Donc, on était après la Deuxième Guerre mondiale, il fallait produire des denrées agricoles. Et l'objectif était de pouvoir produire des cultures sur ces zones de marée. Donc, il avait été affiché 2000 hectares. Les résultats ont montré que c'est à peu près 200 hectares seulement qui ont pu être récupérés sur les zones humides. Très bien. Alors, on va se focaliser un petit peu sur le Goutreau, donc on l'a dit, qui est un des affluents du Drugeon. On va regarder différentes photos qui vont nous montrer, différentes cartes, pardon, qui vont nous montrer ce Goutreau à différentes époques. On va commencer en haut à gauche, la plus ancienne, c'est une carte d'état-major qui date de 1870, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, tout ça pour dire aussi que c'est quand on travaille sur les cours d'eau ou sur les projets de restauration, on essaye de s'intéresser aussi à l'histoire un petit peu de ces cours d'eau. C'est ce qui nous permet aussi de savoir comment ils fonctionnaient, de quelle manière où est-ce qu'ils circulaient et pourquoi ils fonctionnent d'une certaine manière maintenant. Alors, c'est plus ou moins facile parce que dans le cadre du Drugeon, la rectification, donc sa transformation est assez récente, puisque ça date de 1960. Et on le voit sur la photo d'ailleurs de 65, là, le grand trait blanc qu'on voit, ce sont les travaux du Drugeon qui ont été réalisés à cette époque-là. Dans le cadre du Goutreau, par exemple, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'est pas non plus dans des zones qui étaient d'une autre importance stratégique. Donc, il faut savoir que les cartes à l'époque, notamment les cartes d'état-major, avaient aussi un intérêt militaire. Et c'est vrai que là, l'intérêt pour les cartographes n'était pas forcément de tracer très précisément le Goutreau en lui-même. C'est-à-dire qu'on a des éléments, là, on a des traces, mais les modifications sont un peu plus anciennes et puis moins dramatiques, on va dire moins catégoriques que sur le Drugeon lui-même.
Alors, d'ailleurs, sur la dernière carte, la 1980, on voit peut-être pas très bien, mais il y a un endroit où on voit des petits points noirs là qui montrent des zones de creusement assez importantes. Ouais, alors ce qui est compliqué sur le Goutreau, c'est que cette rectification doit même dater de la mise en place d'un moulin qui était même sur les cartes de Cassini à l'époque. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ce ruisseau a été utilisé comme ruisseau pépinière par le monde de la pêche, hein, c'est-à-dire ça consistait à mettre des alevins dans le cours d'eau, à les laisser grossir, puis à les repêcher pour ensuite les disséminer un peu partout dans les rivières du coin. Et vous verrez sur les photos tout à l'heure, le Goutreau n'est pas toujours facile à pêcher, à l'électricité notamment. Donc, il y a eu des travaux d'enlèvement de végétation ou de recreusement, surtout pour pouvoir rendre les pêches et l'alvinage plus efficaces. Et c'est pour ça qu'on voit ces petits points un petit peu sur les cartes anciennes, en 80, en 69. Alors, je crois Donc, qu'on a c'est plus une... du curage que de la rectification dans ces Oui. zones-là. Je crois qu'on a une photo où on voit quand même d'anciens méandres, ou peut-être que je me trompe. Des fois, je me trompe sur les photos qu'on a ou qu'on n'a pas, ça peut arriver. Peut-être qu'on ne l'a pas. Alors, peu importe, j'avance parce que j'ai d'autres questions à vous poser sur ce Goutreau, Jean-Noël. Il est petit, hein, le Goutreau, néanmoins, il est très, très important. Il a un rôle important pour le Drugeon. Expliquez-nous. Oui, alors on parle souvent, c'est vrai qu'on parle, alors le Drugeon lui-même, on appelle ça un affluent majeur du Doubs supérieur, parce que c'est un affluent important, mais il fait que quelques mètres de large, hein. Le Goutreau en lui-même, on dit aussi que c'est un affluent majeur du Drugeon, alors que sa largeur fait 1 mètre, naturel doit faire pas beaucoup plus qu'1 mètre. En revanche, il est majeur pour plein d'autres choses, c'est-à-dire on sait que le débit du Goutreau ne baisse que très rarement en étiage. Donc c'est un débit qui est très soutenu avec pas mal de litres par seconde qui arrivent. Et son débit représente quasiment la moitié du Drugeon rectiligne, enfin du Drugeon actuel. Donc même en termes de volume d'eau, c'est extrêmement important et son fonctionnement est extrêmement important. On le verra aussi après, il y a d'autres enjeux biologiques, il y a des enjeux thermiques, enfin il y a d'autres enjeux sur cet affluent. Et puis, on ne l'a pas dit, mais on peut quand même le redire, c'est une zone d'habitat naturel important. Ah oui, on est en plein dans le site Natura 2000 maintenant qui s'appelle Bassin du Drugeon et Vallée du Doubs, et au Doubs, pardon. On est dans un milieu qui a quand même des potentiels qui restent importants, des sites de nidification de bécassines, de vanneaux huppés, des zones qui restaient, malgré toutes les détériorations qu'il y a pu y avoir, qui restaient encore assez importantes et assez intéressantes. Donc on est vraiment dans des zones à enjeux biologiques forts. Alors, on a dit important malgré sa petite taille, un débit conséquent, des températures qui vont bien, voilà, des températures fraîches. Alors, qui vont bien, oui. C'est sûr qu'en hydrobiologie, souvent, on regarde la thermie parce que la température, c'est un petit peu ce qui va être à l'origine de la composition du peuplement. Et quand le Drugeon, là, le Goutreau, pardon, a des températures qui ne dépassent que très rarement les 18 degrés. Ce qui est très important dans un secteur comme la moyenne vallée du Drugeon, où le Drugeon lui-même peut atteindre 22, 23 degrés en été, sachant que c'est théoriquement des zones à truite, hein, et que la truite, à partir de 21 degrés, elle ne se porte pas forcément très bien. Et on a le Goutreau, là, qui apporte une eau très, très fraîche, ce qui est plutôt primordial dans ce contexte-là et dans ce secteur. Et il y a des espèces aquatiques intéressantes dans le secteur ? Oui, alors là, on est sur des macro-invertébrés d'eau douce, hein, donc c'est des insectes qui colonisent le fond du lit à l'état larvaire et qui ensuite s'envolent. Alors, elles ne sont pas toutes juste dans le ruisseau en lui-même, ça peut être aussi sur des milieux un petit peu annexes, mais comme quoi le fonctionnement d'un cours d'eau avec ces zones annexes est aussi important. Donc là, on a des trichoptères, des plécoptères ou des éphémères qui sont relativement importantes et intéressantes sur le secteur. Et on sent aussi que ça se dégrade, c'est-à-dire il y a certaines espèces qui étaient bien présentes ou présentes même en 2001, qu'on a tendance à ne plus voir. Certaines espèces qui se font remplacer par d'autres, hein, les Moradubitans qu'on voit au milieu par exemple, aiment bien les zones de marée et de tourbières, et elle est remplacée par une autre espèce quand le milieu a tendance à s'assécher. Et puis, pour finir de dire pourquoi ce Goutreau est si important aussi, il y a un lien fort avec l'eau potable, puisque on vient prélever à la source de l'eau potable ici. Oui, alors il y a 7 communes qui sont raccordées enfin 6 communes, pardon, qui sont raccordées directement dans le bassin versant du Goutreau et directement à la source. Ça fait plus de 400 000 mètres cubes quand même qui sont prélevés par an. Et puis il y a d'autres enjeux qu'on a aussi mesurés avec l'évolution de la connaissance. Là, par exemple, on a une prise d'eau de Fontaine de Banan. Donc, à Banan, le village qui est à côté, on a un ingénieux système qui permettait de ramener de l'eau jusqu'au village et jusqu'à des fontaines. Ça permettait de
d'alimenter le village en eau potable à l'époque. Par contre, il prend son eau dans le gouttereau avec une prise d'eau qu'on voit ici en pierre et qui a été reprise en béton après. Alors, déjà, ça fait une rupture à la continuité écologique de la rivière. On a un seuil infranchissable qui est présent ici. Mais ce qu'on a pu observer aussi, c'est que les débits qui coulent actuellement dans les fontaines qui ne sont plus utilisées, qui sont plutôt des fontaines d'agrément, ça fait à peu près 1,5 litre par seconde. Et en fait, quand on fait le calcul, on peut se dire que ce n'est pas beaucoup, mais 1,5 litre par seconde, ça fait l'équivalent de la consommation par les habitants de Banan. Donc, ramené en mètres cubes par jour ou en mètres cubes par an, là, on a plus de 40 000 mètres cubes par an qui partent du marais du Gouttereau et finalement pour de l'agrément. Donc, il y a pas mal de réflexions qui se font aussi avec la commune sur comment gérer un petit peu tout ça pour essayer d'éviter de réduire le prélèvement sur le bassin versant du Gouttereau. Je vais passer vite parce qu'on n'aura pas le temps de s'attarder sur les poissons, mais c'était aussi un ruisseau pépinière, voilà, on l'a plus ou moins dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui n'allait pas avec ce Gouttereau, Jean-Noël? Je le dis comme ça. Quel était le problème? Il était malade? Oui, alors justement, on va pas passer très vite sur les poissons parce qu'on n'a pas forcément le temps d'en dire, mais c'est un des signes. Alors le poisson, on est dans un ruisseau qui est un ruisseau dans un contexte tourbeux, mais pas forcément un ruisseau de tourbière haute, par exemple, avec des pH très, très bas. Là, on est plutôt sur des pH alcalins qui avoisinent les 7,4 en pH. On est sur un secteur où il y a de la conductivité, on est à 400 microsiemens de conductivité, et on est dans un ruisseau qui devrait pouvoir produire du poisson. Et ce qu'on se rend compte dans les dernières pêches qui ont été réalisées, c'est que la production piscicole est extrêmement faible sur le secteur. On avait des très bonnes données en 98, mais c'est peut-être aussi encore issu de ce réempoisonnement massif qui a été fait à l'époque. Et là, on arrive sur des quantités qui sont inférieures à 50 kg par hectare, ce qui est très faible dans le milieu-là, qui devrait pouvoir produire 400, 500 kg par hectare théoriquement. Donc, on parle du poisson là parce que c'est un élément qui prend un petit peu tous les autres éléments en considération. C'est un élément intégrateur et on voit qu'il est malade. Et ce qui a été montré par les diverses études qui ont été faites sur le secteur, c'est qu'il était essentiellement malade en raison de la qualité physique de son lit. Et c'était en raison du curage, du creusement, etc. Donc voilà, il fallait redonner à ce Gouttereau, je ne sais pas comment dire, mais il fallait lui redonner un tracé historique, naturel, essayer de reconstituer le tracé initial finalement, c'est un peu ça. Oui, c'est ça, c'est travailler un peu sur son gabarit. Donc il y a des secteurs où il était difficile de trouver un autre lit que celui dans lequel il est. En revanche, le gabarit, sa section, sa largeur, sa hauteur n'est absolument pas en cohérence avec les débits qu'on peut avoir dans le cours d'eau. Il y a d'autres endroits où c'est totalement rectifié, où pareil, son gabarit avait été fait pour qu'il puisse évacuer beaucoup d'eau. Et du coup, on a une accumulation de matière organique qui peut se faire dans ces zones à très faibles écoulements, avec, dans le cas du Gouttereau, une accumulation de végétaux en été qui était très très forte. Là, on voit la personne qui prend la topographie, là, elle est dans le lit, mais on ne voit absolument plus le lit. Qui est totalement colmaté par différents types de végétation. Alors, il a fallu préparer, bien évidemment, comme à chaque fois, les travaux. Retrouver, par exemple, le tracé initial, ce n'était pas évident. Donc, comment vous avez fait? Vous vous êtes basé sur quoi? Sur quelles données? Sur quel outil? Alors, on s'est basé sur tous les outils que vous avez vus tout à l'heure, que ce soit... déjà, les cartographies aériennes permettent quand même d'avoir certains enseignements pour les travaux qu'il y a eu très récemment. Et pour les travaux très anciens, c'était plus compliqué. Donc, on a aussi travaillé avec du LIDAR, en essayant de voir les sens d'écoulement qu'il pouvait y avoir, les zones d'écoulement préférentielles. Il y a eu pas mal d'allers-retours aussi ensuite sur le terrain pour voir si au niveau de topographie, si au niveau du fond du secteur où on voulait mettre le lit, on était en adéquation avec la présence d'un cours d'eau. On va voir une image. On va voir une image, Jean-Noël, pour que vous nous disiez sur qu'est-ce qu'on doit regarder comme tracé là pour comprendre. Alors là, grosso modo, le tracé avant travaux, c'est le tracé qui est soit en pointillé, en brun avec des pointillés blancs, soit les traits verts. D'accord. Donc ça, c'était le lit qui était actif. Et il y a des secteurs où on avait ces traces de rectification, donc de creusement d'un lit artificiel, qui sont plutôt les traits verts. Et les traits violets qu'on voit, c'est les anciens méandres qui ont pu être retrouvés soit en utilisant les photos aériennes, soit en utilisant le LIDAR. Ok. On va s'approcher tout doucement des travaux proprement dits. Juste avant, redire que dans les phases
préparatoire, il y a eu des pêches de sauvetage qui ont été effectuées. Ça, je le dis vite, on va avoir des petites images. Et puis après, voilà, il fallait faire les travaux, et les travaux consistaient à recreuser les méandres. Alors là, on va voir des images normalement que vous allez nous commenter, parce que une fois que j'ai dit on creuse des méandres, ok, super, mais j'ai pas dit grand-chose. Oui, donc là, alors le gros du travail, il est surtout de retrouver ces anciens méandres, de faire le profil le plus en équilibre possible. Quand on s'appuie sur d'anciens tracés, c'est assez simple, on voit où c'est. Des fois, il faut un petit peu inventer. Donc là, on voit la pelleteuse qui est en train d'ouvrir les méandres, donc de creuser les méandres à l'endroit où on souhaite que le futur lit sera mis en œuvre. On est sur un lit qui est tout petit. Alors, on est sur un lit tout petit. Alors déjà, le goutron n'est pas forcément très grand, ça c'est Ouais. la première chose. Après, oui, effectivement, alors on sait aussi qu'on travaille sur des choses sur lesquelles on n'est pas forcément sûr à 100%. Souvent, le lit a mis plusieurs siècles à trouver un profil d'équilibre. Il a été perturbé ensuite pendant quelques années. Et puis nous, on revient, on lui redonne un certain linéaire. C'est possible aussi qu'on on ne maîtrise pas tous les processus hydromorphologiques du lit en lui-même. Cette photo Donc, avec la botte, elle est... Pardon. Donc, on souhaite qu'il puisse lui-même aussi retrouver un certain équilibre. Et pour ça, on part du principe qu'il faut sous-dimensionner le lit pour qu'il conserve une certaine énergie, pour qu'il puisse s'équilibrer lui-même. Donc là, on est dans un affluent du goutron. Ce n'est pas le goutron en lui-même, mais c'est le même principe de travaux. Le tracé a été ouvert et vous voyez que c'est des choses qui sont extrêmement sous-dimensionnées. Et c'est ensuite la force de l'eau qui doit rééquilibrer un petit peu tout ça. Donc, les images qu'on voyait tout à l'heure, les images vidéo avec cette pelleteuse qui creuse les méandres, ça, c'est le point de départ, c'est le tout début de l'intervention, en fait. Hein. Oui, enfin, une fois qu'il y a eu les accès qui ont été aménagés, le chantier qui a été défriché quand il est colonisé par le sol, enfin, il y a pas mal de travaux préalables quand même. Et ensuite, oui, on commence par creuser le lit sans forcément le mettre en eau. On creuse le lit et ensuite on fait tout ce qui est à phase mise en eau. Après, la remise en eau, justement, donc je crois que là aussi, on va avoir des images de cette remise en eau. Elle est importante parce qu'à partir de là, il va se passer d'autres choses. La remise en eau va continuer finalement, elle va finir le traçage. Alors c'est ça, alors ça se fait pas non plus immédiatement en quelques jours, mais le sous-dimensionnement, ce que vous avez vu tout à l'heure avec la botte, c'est aussi fait pour que l'eau puisse avoir une certaine énergie pour se rééquilibrer en elle-même. Donc ensuite, c'est effectivement l'eau qui va retrouver son chemin, qui va retravailler un petit peu dessus pour rééquilibrer tout ça. Donc, parallèlement, on a creusé, on remet en eau, parallèlement, on rebouche les tracés qui étaient rectilignes, c'est ça, hein, on le fait à ce moment-là, comment... Oui, alors là, quand c'est possible, là, dans le cadre du Goutreau, c'était possible. Le tracé rectiligne, lui, a été intégralement comblé. Donc, on le bouche complètement pour aussi. Alors, le mieux, c'est vraiment de le boucher complètement. Parce qu'une fois qu'il est bouché, il n'a plus son pouvoir drainant. Donc, ça, c'est aussi très important. On avait fait dans le cas du Drujon, qui a été restauré aussi, plusieurs tentatives où le tracé rectiligne n'avait pas forcément été bouché complètement. Et on se rend compte que, alors, il y a un mieux, mais on pourrait encore aller au-delà pour l'impact sur la nappe en bouchant complètement le tracé rectiligne. Donc ça, c'est des choses qu'on essaie de faire maintenant quand c'est possible. Mais ça nécessite du coup l'amener de pas mal de matériaux. C'est-à-dire, on n'a pas les matériaux sur place pour pouvoir tout colmater. Donc on est obligé d'en ramener de l'extérieur. Et puis la dernière, on pourra revenir sur des points précis avec des questions qui vont être posées sur le chat. Je n'ai pas du tout de doute là-dessus. Mais dernière étape des travaux, Jean-Noël, c'est la recharge. Alors, recharge modérée des méandres. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Dans le cadre des travaux là, il y a eu plusieurs types de recharge. Alors, la recharge modérée, c'est dans les méandres qui ont été recreusés et qui viennent d'être mis en eau. On essaye la plupart du temps. Alors, on ne l'a pas fait sur tous les projets, pas fait systématiquement. Maintenant, on essaye quand même d'y penser. C'est de recharger le fond du nouveau lit en matériaux parce que même si on est dans une zone plutôt tourbeuse où on n'a pas forcément des galets graviers sur 6 mètres de profondeur, ça permet aussi d'accélérer un petit peu cet équilibrage du lit. Hein, on a dit que c'est l'eau en elle-même qui doit pouvoir recreuser, retravailler pour se répartir. Et on s'est aussi rendu compte que c'est plus rapide quand il y a de la recharge en matériaux. Et même dans les ruisseaux tourbeux, d'autant plus que là, on est sur des ruisseaux en milieu tourbeux, mais pas forcément totalement de tourbe haute. Hein. On a des galets graviers qui sont pas loin quand même en dessous. On arrive plus à retrouver un système
référentiel avec cette technique. Comment vous Et ce qu'on voit, la répartissez, grosse recherche... Pardon. comment vous répartissez cette recharge, ces matériaux? Là, on y va. Et là, c'est des recherches qui se mettent par quinconce. Alors, on essaie surtout d'essayer de se dire quelle est l'épaisseur qu'on souhaite avoir dans le linéaire. En fonction de la distance, de la largeur, on sait qu'il nous faut tant et tant de mètres cubes. Et après, on ne s'ennuie pas trop les répartir. Ils sont plutôt mis en quinconce dans le lit. Et c'est la force de l'eau qui va faire qu'ils vont se réajuster. Et ça se fait facilement, naturellement? Alors, il faut un peu de temps, mais ça se fait, ouais. Alors, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est quand on essaie de faire différemment, donc dans des endroits où on souhaite, par exemple, qu'il y ait une fosse, donc un endroit plus profond, si on le fait trop profond à cet endroit-là et qu'ensuite on fait un radier, bah, ce qu'on peut observer des fois, c'est qu'à l'endroit où on pensait qu'il devait y avoir une fosse, on retrouve un radier. À l'endroit où on pensait qu'il devait y avoir un radier, il y a une fosse qui se met en place. Donc du coup là, le fait d'être en quinconce et puis de sous-dimensionner le lit et de lui permettre d'avoir une certaine énergie, ça lui permet de s'équilibrer par lui-même et puis il n'y a pas ces problèmes qu'on peut observer de déplacement, de faciès d'écoulement qu'on pensait être à un endroit et qui sont finalement à un autre. Et d'où viennent ces matériaux de recharge que vous amenez là? Alors, il y a plusieurs provenances. Ce qu'on essaye souvent de trouver, c'est des matériaux assez mélangés. On cherche des granulométries qui sont entre 2 mm et 5 cm à peu près. Le souci, c'est qu'on cherche aussi, alors le top, c'est d'avoir par exemple des matériaux roulés, ça c'est encore mieux. Alors le souci qu'on peut avoir, c'est ces matériaux, c'est souvent des matériaux qu'on pourrait trouver en gravière par exemple. Après, on ne recherche pas forcément des matériaux de gravière en eux-mêmes, parce que ça veut dire qu'on détruit finalement une zone humide pour en restaurer une autre, ce qui ne semble pas forcément une bonne chose. Après, on profite maintenant un petit peu d'opportunités. C'est-à-dire s'il y a des creusements de construction qui se font, on essaie d'être vigilant, ou les entreprises essayent d'être vigilantes quand elles ont des marchés justement pour avoir les matériaux qui correspondent, avec bien entendu le souci et puis la grande attention quand même de savoir d'où viennent ces matériaux pour être certain, par exemple, qu'il n'y ait pas de plantes invasives ou de choses comme ça. Oui, qu'ils ne soient pas pollués. Il ne faut pas des matériaux pollués. Pas pollués aussi, ouais, c'est aussi un autre souci. Ouais. D'ailleurs, quand on a préparé, vous me disiez, il y a du boulot à faire sur ce sujet-là, il faudrait organiser une filière spécifique quasiment. Bah oui, parce que bon, là, on parle des projets LIFE, mais on a d'autres projets où, par exemple, on sait qu'il faudrait mobiliser 80 000 m3, par exemple, de matériaux de ce type. Faut les trouver. Ben ouais. Donc voilà. Alors, on continue puisqu'on a compris le principe des travaux. Voilà, on a creusé, on a rechargé. Je résume évidemment. Et donc après les travaux, il se passe des choses. C'est-à-dire que, et là on va le voir en image. On va être sur après les travaux, ça fonctionne en fait. Oui, alors ce qu'on recherche, alors ce qui est calculé souvent, c'est que le cours d'eau soit très proche des berges. Ça, c'est aussi important quand on observe un cours d'eau, que ce soit en tourbière ou ailleurs, hein, c'est qu'il soit extrêmement proche quand même du haut des berges. C'est plutôt signe de bonne santé quand on voit ça, à des débits qui peuvent être même aux alentours du module, quoi. Donc, on observe souvent les après travaux, juste pour montrer qu'on est à proximité. Ça, c'est plutôt intéressant. Alors là, on est sur l'ouverture d'un méandre sur un autre cours d'eau. Hein. Ouais. C'est les travaux tels qu'ils ont été faits. Alors là, c'est sur le Birouget, c'est pas le Goutreau, mais c'est aussi fait dans le cadre du programme LIFE. Alors, on a une question de Solène Sacré, donc du Seine Pays de Loire, qui nous dit en Pays de la Loire, donc on est en plaine, notamment en milieu bas de bassin versant. Nous sommes confrontés à des eaux plus chargées, risquant de dégrader les tourbières résiduelles. Difficile, nous dit Solène, parfois de choisir entre laisser tel quel et retrouver l'emplacement du cours d'eau d'antan. J'espère que j'ai bien lu et que ça vous a permis de comprendre la réflexion de Solène. Vous voulez répondre, Jean-Noël ou Pierre? Chaque cas est unique, hein, effectivement. Il ne faut pas partir sur une solution tête baissée sans avoir réfléchi à beaucoup de choses. Alors après, je ne connais pas le cas de cette rivière en particulier. Après, dans le cadre de plusieurs tourbières ou plusieurs ruisseaux de tourbières qu'on a observés, souvent la plus grande difficulté ou une des difficultés majeures, c'est l'habitat, c'est-à-dire son fonctionnement hydromorphologique qui est souvent très, très dégradé. Alors, bien sûr, ça ne suffit pas. Souvent, pour avoir des résultats, il faut aussi une qualité de l'eau qui est médiocre.
Et dans des cas de figure, il faut effectivement éviter aussi de polluer un secteur qui ne l'était pas avant. Donc, chaque cas est unique, on va dire. Et puis Kevin Delcroix du Seine-Lorraine revient sur un point que vous avez abordé, Jean-Noël, sur le risque d'introduction d'espèces envahissantes quand on apporte des granulats, quand on apporte ces matériaux de recharge. Comment on fait pour éviter ça? C'est ce que vous disiez, il faut essayer d'être vigilant dans l'approvisionnement, si je puis dire. Alors oui, ça c'est un gros souci. Alors là, dans les cas de figure qu'on a, ça a souvent été des creusements dans le cadre de lotissement, autre chose comme ça, de zones où on savait qu'il n'y avait pas d'espèces envahissantes. Après, c'est un risque quand même qui est majeur. Faut avoir ça en tête. Il faut être très, très vigilant. Après, il y a aussi les risques de matériaux pollués. Par exemple, on essaye, dans la mesure du possible, quand on a des sources potentielles de matériaux, d'essayer de savoir d'où ça vient. On n'a pas refusé dans certains projets des matériaux qui venaient d'un secteur qui avait été anciennement une scierie, par exemple, parce qu'on sait qu'il y a potentiellement eu du traitement du site. Donc, de toute façon, on l'a dit tout à l'heure, c'est une question à part entière. C'est une surveillance très fine des matériaux et de leur provenance et de leur devenir après. Tiens, d'ailleurs, derrière vous, je me rends compte seulement maintenant, Jean-Noël, je crois voir un panneau, le Drujon, c'est ça, non? Il y a quelque chose... C'est notre martingale. C'est ça, mais c'est bien, on est dans l'ambiance. Juste pour conclure, donc sur ce Drujon Goutreau, on a quelques chiffres un peu clés, notamment sur le coût de ces travaux. Je vous laisse nous les commenter, ces chiffres, mais... Oui, alors le coût, le coût là, c'est 190 000 € pour le projet qui est là. On ne compte pas dedans, ça c'est que les travaux. Il y a aussi des phases d'études et puis des phases... des coûts salariaux qu'on ne compte pas de là-dedans. Alors, j'ai apprécié quand même qu'ils se sont accompagnés aussi d'une remise en état d'une passe à poisson sur le Drujon qui était juste en aval de la confluence avec le Goutreau. Donc, c'était important d'avoir une continuité sur tout le secteur. Donc, voilà. Et après, les matériaux mobilisés étaient quand même relativement importants puisqu'il y a eu 2700 mètres cubes qui ont été déplacés d'un côté à l'autre parce que dans le projet, il y a eu la fermeture du tracé rectiligne, mais il y a aussi le comblement de plusieurs fossés, de plusieurs tracés anciens qui avaient été ouverts il y a quelques années. Donc tout ça pour éviter le drainage de la zone. Combien de temps ont duré ces travaux, Jean-Noël? Alors en eux-mêmes, ils ont duré presque un an, mais bon, pour plusieurs raisons. Il y a aussi des conditions météorologiques qui n'étaient pas forcément favorables. Il y avait pas mal de matériaux à bouger avec des grands linéaires qui ont été assez longs à déplacer. Donc, il y a d'autres raisons qui ont fait que ça a duré aussi longtemps. À l'origine, ils auraient dû durer à peu près 8 à 10 semaines et ça a un petit peu débordé. Pierre, cette notion de ces travaux sur des cours d'eau, ce reméandrement, etc., ça a été fréquent dans ce programme LIFE? C'est quelque chose qu'on a mené sur, je n'aime pas le chiffre, mais 7 ou 8 chantiers différents. Souvent, c'est une problématique, le drainage et le cours d'eau modifié et un drain comme un autre, sauf que là, la réhabilitation, ça permet de rééquilibrer le cours d'eau avec la tourbière, ça permet de redonner vie à ce cours d'eau qui était devenu souvent moins favorable. Donc c'est quelque chose qu'on a très souvent, puisque les tourbières, c'est très souvent les sources de nos ruisseaux, et la réhabilitation de la tourbière, c'est aussi la réhabilitation du ruisseau et de la naissance de ce cours d'eau. Donc c'est une interaction qu'on a souvent dans nos tourbières, effectivement. Super. Merci beaucoup, Jean-Noël, pour cette présentation très précise. Et l'exercice, il n'est pas simple, on le sait. En plus, quand on est à distance, c'est moins facile, évidemment. Donc, grand merci à vous et bravo pour ces explications. S'il y a d'autres questions qui arrivent sur le chat, peut-être que des réponses seront apportées ultérieurement. Et puis surtout, on le rappelle, on n'a pas fini de le dire, un recueil d'expériences, Fred. Pourquoi je vous appelle Fred? Non, mais n'importe quoi. Pierre va être mis à disposition et qui donnera vraiment des informations très techniques, très pointues. Oui, le recueil qu'on est en train de faire, il va représenter toute la démarche, comment on aboutit à ces projets-là, en redonnant des cadres généraux de réflexion. Après, sur 10 sites pilotes, on explique la démarche de A à Z pour expliquer comment on arrive et quelles sont toutes les étapes et toutes les constructions. Et après, quelque chose qu'on n'aime pas du tout mais qu'on fait quand même, c'est une espèce de recette de cuisine sur chaque thématique.
comment on les met en œuvre, comment on met cette palissade en bois, comment on met en place ce reméandrement, comment on met en place d'autres cas particuliers qu'on va voir tout de suite. Eh bien, transition, Pierre. Mais c'est vrai que les recettes de cuisine, c'est peut-être pour ça aussi que vous les aimez pas, c'est que des cas particuliers, on en rencontre plein. Et c'est effectivement la dernière partie de cette émission. Voilà, on va terminer cette émission consacrée aux travaux avec des fameux cas particuliers. On va en parler avec vous, Pierre Durlet, puis on en parlera aussi avec Céline Mazuet. Oui, on dit Mazuet, je crois, qui est attachée scientifique à l'association de la réserve naturelle du lac de Remoray, qu'on retrouvera tout à l'heure, hein, Céline qui est à distance. Alors, des cas particuliers, c'est en fait des cas complexes où finalement la situation était peut-être un peu plus singulière qu'ailleurs, ou alors il s'est passé un truc qu'on n'avait pas vraiment prévu. Hein. On va commencer avec un cas précis, c'est l'histoire d'une canalisation d'eau potable qui vous a quand même un petit peu pourri l'existence, Pierre, hein, moi je le dis comme ça, et on est sur la tourbière de Bellefontaine, c'est ça? Oui, Bellefontaine dans le Jura. On est juste à la limite entre le Doubs et le Jura, donc dans la combe de Chapelle-des-Bois-Bellefontaine. Et effectivement, cette canalisation, donc, on est dans un cas de figure où on a une tourbière qui est déjà des tourbières en très bon état globalement. On fait partie vraiment d'un point de vue biodiversité. Si on regarde la biodiversité, une nouvelle fois, on est dans les plus belles tourbières du massif. Et par contre, les travaux passés, et notamment l'alimentation en eau potable, donc une canalisation qui a été créée en 1954 pour alimenter 11 communes à l'époque et à peu près 3000 habitants, donc c'est pas rien pour le Haut-Jura, traverse les tourbières pour aller au plus droit. Et du coup, pour ce faire, un gros fossé a été fait au travers de la tourbière dite des Grands Pins, donc à Bellefontaine. Et comme on le voit sur l'image, l'effet de ce fossé, c'est d'intercepter les eaux et de les détourner une nouvelle fois, comme on a pu le voir à chaque fois. Donc, juste que je comprenne, pourquoi on met la tourbière, la canalisation d'eau potable à cet endroit-là, à cette époque? Parce que c'est plus droit. Il faut bien imaginer qu'à l'époque, ça a été fait essentiellement à la main, ou en tout cas avec des moyens limité. Et aussi un autre avantage qui avait été trouvé à l'époque, c'est de conserver la pente entre le lac et la station de traitement d'eau. Donc, en allant tout droit, on pouvait bénéficier d'une descente gravitaire de l'eau, c'est-à-dire sans énergie. Donc, ça fonctionnait en siphon. Ce qui était un gros avantage, qui posait d'autres soucis, c'est que dès que ça dysfonctionnait, on avait des difficultés d'intervention. On a été obligé de réintervenir dans les années 90 pour mettre un deuxième poste de secours pour amorcer cette canalisation, etc. Donc, ce n'était pas si facile que ça à l'usage. Elle est longue, la canalisation? Alors, sur le secteur concerné, là, il y a 800 mètres. Le trait bleu, il fait à peu près 800 mètres, dont 390 mètres dans la tourbière des Grands Pins en tant que telle. C'est vraiment à cet endroit-là où il y avait un fossé qui était très visible. L'autre partie en tourbière n'était pas impactante pour le fonctionnement de la tourbière. Donc elle était connue, cette canalisation. Vous saviez qu'elle était là, évidemment? Bien sûr, la canalisation est connue et reconnue puisque c'était le seul point d'alimentation en eau. Donc voilà, mais il y a un hic. Le problème, c'est le fossé, finalement, c'est ça? Voilà, la canalisation en elle-même n'était pas le problème puisque c'est un prélèvement d'eau dans les lacs, comme on en a beaucoup, puisque c'est notre seule ressource en eau potable. Mais le problème, c'est le fossé qui faisait presque 2,50 m de profondeur, 3 mètres de large, qui avait été créé à l'époque pour mettre en place la canalisation. Et par rapport à cette problématique de comment travailler pour oblitérer le fossé, ça n'était pas possible en présence de cette canalisation, puisqu'on ne pouvait pas travailler et risquer de casser la canalisation, et on ne pouvait pas réennoyer une tourbière, la restaurer, et après, on n'avait plus de moyen d'intervenir sur la canalisation en cas de fuite. Ce que vous dites, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure un peu avec Julien. Travailler le fossé, vous saviez faire, c'était... Oui, voilà. On ne va pas revenir là-dessus, ça a déjà été présenté par Julien. Mais en revanche, là, on a une canalisation et il fallait la déplacer. Donc voilà, ça c'est un élément, ce qu'on voulait insister là-dessus, c'est que l'historique du fossé, pourquoi il a été créé, et du coup les éléments auxquels il sert encore, puisque finalement faire passer cette canalisation c'était un usage, et un préalable
à l'intervention. Et comme vous avez dit, Cécile, ça m'a un peu occupé l'esprit pendant de nombreuses années, puisque c'était finalement le premier chantier que j'ai lancé au début du programme LIFE en 2014, en pensant avec le syndicat des eaux qui gère la distribution d'eau et qui est en charge de la réalisation des canalisations, que ça serait un chantier rapide. Et il s'est fini en décembre 2020. En gros, ce que vous dites, vous me disiez un truc, ça m'a fait rire, Pierre, parce que vous disiez boucher le fossé, c'était 2 mois, mais déplacer la canalisation, c'était 6 ans, quoi. Voilà. Déplacer la canalisation, c'était 4 mois, mais toutes les démarches pour arriver à déplacer la canalisation, c'était 5 ans et demi. On a des images des travaux, je crois, de ça. Donc voilà, on voit... On va voir tout de suite maintenant. Là, quand on dit ça avec Pierre, c'est qu'on s'adresse à la régie. Voilà, super, merci. Non, c'est pas ça du tout. On voudrait revoir la photo mosaïque avec la grosse croix rouge. Voilà. Et là, non, mais grand bravo à Clémence, à Elvina, à Hugues, le réalisateur. Ils sont tous en régie au taquet pour nos images. Avec toutes nos images qu'on leur a mis dans les pattes. Ouais. Donc voilà, sur cette image, donc on voit le tracé, la croix rouge, c'est la canalisation qu'on a supprimée. Le trait bleu, c'est la nouvelle canalisation qu'on a créée. On en a profité aussi pour aider l'usage du syndicat des eaux à la mettre le long d'un chemin, ce qui fait que maintenant l'intervention est aisée par rapport à avant, où de toute façon c'était impossible d'intervenir dans la tourbière en cas de problème, et on a eu des problèmes. La canalisation, elle avait 70 ans, elle arrivait en fin de vie. Donc le programme LIFE a été finalement un élément déclencheur. On a apporté une aide au syndicat des eaux pour motiver ce déplacement en allant prélever l'eau à un autre endroit dans le lac avec une station de pompage qui pompe et puis qui refoule l'eau, ce qui nous permet après de faire des travaux de comblement de ce fossé, comme on l'a pu le voir par la présentation de Julien. Bon, on ne va pas rentrer dans la technique, mais ça permet une nouvelle fois, et j'insiste toujours, c'est des chantiers qui sont brouillons sur place, surtout que des travaux de novembre, il pleut, c'est bouilleux, mais le flux, il se ressent sur l'ensemble de la tourbière. Donc le résultat est satisfaisant à l'arrivée. Le résultat est satisfaisant, en sachant que c'est des travaux de novembre 2020. Donc mes photos, c'est des photos d'hiver dans le Jura, juste avant la neige, donc c'est tout gelé, on ne voit pas forcément grand-chose, le soleil est très bas, donc vous m'excuserez, je ne suis pas photographe paysager, mais voilà, en tout cas montrer qu'en très peu de temps, et ça montre quand même bien qu'un fossé, même si on ne voit pas ou presque pas d'eau au fond, en quelques jours, tout était de nouveau ennoyé, ce qui montre bien quand même l'effet interception de ces fossés. On minimise toujours. L'eau est là, en fait. L'eau, elle est là, elle demande qu'à circuler dans la tourbière, alors qu'on a cherché à là, en plus, c'était pas pour l'évacuer, c'était pour un autre usage que le fossé a été créé. Alors ça, c'était notre premier cas particulier. Voilà, ça, c'était un cas particulier pour montrer quand même que des travaux qui semblent anecdotiques de boucher un fossé, il peut des fois y avoir des surprises. Et c'est pas le seul cas de figure où on a eu des canalisations, parfois d'eau usée, c'est pas forcément plus facile à gérer, ou autres qui nous ont perturbés. On ne l'a pas dit, mais ça m'avait marqué quand vous m'aviez raconté cette histoire-là. Vous disiez que le fossé, il était étayé, mais c'était impressionnant. C'était à la Germinal, vous m'avez dit, c'était votre expression. Ce serait cru dans Germinal. C'est vraiment ça. Quand les personnes les plus âgées qui l'ont vécu nous disaient que c'était quelque chose d'impressionnant quand on a recreusé pour casser la canalisation une fois qu'elle était plus en eau, bien évidemment. On a retrouvé les étais en bois à 3 mètres de profondeur. Je pense que la mise en place de cette canalisation a dû être un travail de titan, quoi. Voilà. Allez, autre cas, on va partir cette fois-ci au Douillon, c'est ça, on va voir la carte. Et là, on va parler d'un autre type de palissade. Voilà. Après, quelques autres cas particuliers, toujours dans les mêmes objectifs que ce qui a été présenté jusqu'à maintenant, mais la tourbière des Douillons, donc dans le Grand Vaud, c'est un grand synclinal au cœur du Haut-Jura, avec une tourbière d'environ 17 hectares. L'objectif n'est pas forcément de rentrer dans le détail, mais quand on regarde une nouvelle fois avec le lidar, on observe qu'il y a énormément de stigmates. Une nouvelle fois, toutes ces lignes droites, c'est les fausses exploitations, un fossé qui la ceinture. Et surtout, là, l'objectif, c'est de vous montrer quand on a des cas bien particuliers de fosses d'exploitation qui sont extrêmement importantes, extrêmement profondes, ou extrêmement grande en surface, avec du coup une charge hydraulique qui va être très importante si on veut l'oblitérer pour rééquilibrer les flux. La palissade en bois n'est pas forcément, en tout cas, on craint qu'elle ne soit pas suffisamment solide.
Oui, parce que je n'ai pas pris le temps tout à l'heure avec Julien d'insister pourquoi on utilise le bois. C'est que c'est quand même un matériau durable. Pourquoi on utilise le bois? Parce que, comme ça avait été dit dans le chat, c'est que c'est un matériau local, c'est un matériau, on va dire, qui est neutre en carbone, puisqu'on le refixe dans la tourbière, donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose qui est naturel, donc on a philosophiquement moins de soucis à aller enterrer du bois qu'un autre matériau dans un milieu qu'on veut être la Mecque du milieu naturel. Donc voilà, c'est quand même le matériau à privilégier quand on peut, mais dans certains cas de figure, on a préféré quand même partir sur des palissades métalliques on va voir les images. Qui sont assez classique, hein. C'est ce qu'on trouve pour la construction de certains avant-ports en milieu maritime ou le long des canaux, le canal de Bourgogne par exemple. C'est ce qui permet de les mettre en place. Donc finalement, ça n'a rien d'exceptionnel comme technique. Ce qui est juste exceptionnel, c'est d'oser les utiliser en tourbière. Et on voit là, au lieu d'être écrété comme le bois, c'est imbriqué les unes dans les autres, donc ça donne une certaine forme d'étanchéité. Ce qui étanchéifie réellement, c'est le bloc de tourbe qui est autour, et surtout, par rapport aussi à la question qu'on avait tout à l'heure, si on a du bois ou des matériaux qui risquent de bloquer l'enfoncement, et ça c'est un cas de figure notamment dans les travaux du Créolard qui vous ont été présentés en étude préalable ce matin, on risquait d'avoir du bois qui est perturbé, donc on a préféré utiliser des pales-planches métalliques sur lesquelles la pelleteuse peut appuyer plus fortement, voire même les vibrofoncer, donc la faire vibrer, et ça permet d'être beaucoup plus précis dans l'enfoncement, beaucoup plus puissant. Voilà, d'aller plus profondément aussi. Et surtout, ça tient nettement mieux, vu que tout est accroché les uns ensemble, ça tient nettement mieux. Et là, dans nos cas de figure, on était sur des pressions hydrauliques, on a 2 mètres d'eau en amont de ces ouvrages, ce qui est, en tout cas, pressenti. Et une nouvelle fois, les collègues suisses de l'INECO nous ont alertés en disant « Attention, les palissades en bois, là… » On pense que ça ne sera pas suffisant. Et je vous presse un peu, Pierre, pour qu'on arrive sur le dernier cas qui a dysfonctionné un petit peu. On reste au Douillon. Toujours. Donc, on a mis en place cette grande palissade qu'on a vue. On était très contents puisque l'eau est remontée là, sur à peu près 2000 mètres carrés. Ça s'est très bien passé. L'eau a mis un certain temps parce qu'il fallait vraiment alimenter sous ce gros volume-là. Et grosse déception, l'été suivant, l'eau s'est vidée. Ça s'est passé 3 années de suite. Donc là, on a commencé à avoir une grosse crainte, savoir est-ce qu'il y avait des fuites ou autre. L'analyse nous a montré qu'en fait, on est dans des tourbières qui ont été exploitées de manière intensive. Et finalement, l'ampleur de la tourbe qui avait été extraite ici a atteint la moraine sous-jacente, mais on n'était pas dans une moraine très argileuse comme on a pu voir sur certaines photos. Là, on était sur une moraine sableuse, donc pas un remplissage lacustre comme on a pu voir sur les rousses ce matin. Et du coup, l'eau s'infiltrait au travers de la moraine. Ce qui s'est passé, et on n'osait pas l'espérer, mais ça semble s'être massé malgré tout, c'est qu'avec le temps, l'eau étant quand même présente l'essentiel du temps, la végétation s'est rapidement accumulée, c'est moins dégradé probablement, et finalement ça s'est colmaté et elle ne semble plus se vider. En tout cas, l'été 2020, malgré la sécheresse, la fosse s'est comblée en son fond par elle-même, et on voit par contre qu'une fois que l'eau reste une année, la végétation est très très rapidement dynamique. Elle reprend vite. Donc finalement, ça s'est fait tout seul. Disons. La nature, la nature on a discuté ce matin, la nature, des fois, nous aide quand même. Voilà, et ça, il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas le négliger. Et un autre cas de figure qu'on a vécu sur les Douillons aussi, un autre dysfonctionnement, c'est on avait une énorme digue à faire sur un grand linéaire, 65 mètres environ, où là, on a voulu reconstituer la nature, c'est-à-dire recréer une moraine artificielle en utilisant des marnes et des mélanges morainiques que l'on a reposé sur le fond argileux de la tourbière, le fond étanche de la tourbière. Donc on a décaissé la tourbe en place sur environ 3 mètres de large, sur 70 mètres de long. On a mis cette bande de marne, de moraine au fond, de manière à faire une digue qu'on a recouverte de tourbe, de manière à avoir une digue enterrée qui fonctionne comme un verrou morainique, comme ça l'est classiquement dans le Jura.
un souci qu'on avait mal estimé, c'est le poids de cette moraine était important. Et en fait, l'argile sous-jacente, étanche, elle était très ductile et ça s'est enfoncé. Et finalement, quand l'eau est montée, il y avait un point bas du fait de ce tassement de l'argile ductile en dessous. Et l'eau a surversé. Et qui dit surversé dit l'érosion. Ça a emmené, en quelques mois, la digue a été emmenée, a été complètement détruite. Donc on a été obligé de réintervenir. On est repassé par facilité, parce qu'on ne pouvait pas refaire la digue morainique sur une digue en pale planche métallique. Et maintenant, on voit que ça fonctionne depuis 3 ans et ça permet de redynamiser un énorme secteur de la tourbière. La morale de cette histoire-là ? La morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut jamais minimiser le lieu de surverse. Et en tout cas, une surverse sur une digue, c'est un point de fragilité assuré. Avant qu'on retrouve Céline, vous allez répondre, Pierre, s'il vous plaît, rapidement à la question d'Anthony Bahuot qui dit « A-t-on une idée des effets de dégradation des pales planches métalliques en milieu inondé acide de type tourbière et des impacts sur le milieu ?» Alors, a priori, à partir du moment où on est en milieu totalement anoxique, donc sans oxygène, la dégradation, elle est quasiment nulle. Et on n'est pas forcément toujours dans des milieux acides ici, on est plutôt dans des eaux qui sont basiques dans ce cas-là. Super, quelle efficacité. Merci Pierre. Restez avec moi, on retrouve Céline. Donc Céline Mazuet, je prononce bien votre nom, Céline ? Oui, c'est ça. Super, bonjour, merci à vous d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes attachée scientifique à l'association de la réserve naturelle du lac de Remoray. Voilà. Alors, on va parler de la tourbière du Crossat avec vous, Céline. On est à Bonnefontaine. On était à Bellefontaine tout à l'heure. Là, on est à Bonnefontaine. Et là aussi, on pourrait dire que ça a un petit peu dysfonctionné. Alors, au départ, on a toujours un peu sur la même histoire. Là, il fallait retenir l'eau. C'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, on retourne dans le département du Doubs. Donc, pas très loin de la vallée du Drugeon, au sud du lac de Saint-Point, vers Pontarlier. Et donc, en fait, on est dans la tourbière du Crossat qui se situe sur la commune de Remoray-Boujon. Bonnefontaine, en fait, c'est le nom du cours d'eau qui a également été restauré, qui est juste à côté de cette tourbière. Voilà. Donc là, je vais vous parler d'une palissade. Voilà, d'une palissade qui a été installée pour retenir l'eau. Alors, moi, je le dis avec mes mots à moi sur une fosse d'exploitation. Voilà, je le dis, on la voit, elle est belle. Et puis, petit problème au départ, problème d'ancrage. Voilà, donc en fait, il y a plusieurs problèmes qui se sont en fait un peu accumulés. Donc c'est une grande palissade. Donc la topographie faisait qu'il fallait qu'on fasse une palissade longue de 30 mètres. Donc pour des raisons budgétaires, parce que ce n'était pas forcément des travaux prévus au départ, enfin, on ne savait pas trop comment on allait faire ça. Et donc du coup, on a privilégié la longueur au lieu de... Et donc du coup, la hauteur qu'on a mis à 3,50 m n'a pas été fixée dans le fond minéral, comme mes collègues l'ont plusieurs fois rappelé que c'était très important d'ancrer la palissade dans le fond minéral étanche. Et puis on donc voit là, la palissade... Oui ? Non, pardon, je disais, et en plus, parce qu'on voit sur les images, là, les travaux ont été faits peut-être pas au bon moment. Alors, les travaux ont été faits, donc en fait, cette phase de construction de palissade était dans un chantier beaucoup plus vaste, où, comme je le disais, le ruisseau qui traverse la tourbière a été également restauré. Donc, c'est des travaux qui ont pris du temps, donc qui ont été réalisés à l'automne, parce que comme le disait ce matin Geneviève, on a une période très courte finalement pour réaliser les travaux pour respecter la reproduction des oiseaux notamment, enfin des espèces. Et puis après, du coup, les conditions météo qui peuvent être un petit peu compliquées dans le massif du Jura en hiver. Donc là, c'est ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a eu la restauration du cours d'eau. Et après, quand il y a eu la construction de la palissade, la neige est arrivée. Donc c'est vrai que ça a compliqué encore le chantier. Les machines ne pouvaient pas très bien circuler. Donc le sol était un petit peu détrempé aussi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la zone de prélèvement de la tourbe, ils l'ont choisie très proche de la palissade et en aval de celle-ci. Et donc, du coup, en fait, aussi, la tourbe n'était pas forcément... Enfin, ça n'a pas été facile de mobiliser beaucoup de tourbes. Enfin, on ne voyait pas très bien avec la neige, en fait, pour bien recouvrir l'ouvrage complètement.
Donc on voit petite erreur, plus petite erreur, plus petite erreur et problème. Ça donne des conséquences qu'on va voir, donc des infiltrations finalement. Oui, c'est ça. Donc du coup, en fait, au début, au mois de janvier, après la neige, comme il arrive des fois maintenant, il y a eu une grosse période de pluie au mois de janvier. Donc en fait, la palissade s'est mise en eau rapidement. Donc on a vu que, voilà, on voyait que ça marchait, on va dire. Sauf qu'au bout de 15 jours, on a vu que le niveau d'eau était fortement redescendu, au moins d'un bon mètre, pour après même complètement se vider, hein, comme vous pouvez le voir sur l'image, avec après aussi la tourbe qui est tombée. Là, on voit carrément la palissade, les madriers de la palissade. Donc en fait, on a essayé d'analyser la situation. On a remarqué que dans la zone de prélèvement, donc qui a été du coup située en aval de la palissade, on a remarqué un petit flux d'eau qui arrivait. Et donc là, on s'est dit, voilà, ça se vide, l'eau passe en dessous. Donc du coup, face à ça, on ne se dit pas, tant pis, on laisse tomber. Non, il faut agir, il faut rentrer en action, évidemment. Comme dit Pierre, il n'est pas question de laisser tomber, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui a été envisagé? Qu'est-ce que vous avez mis en place, finalement? Donc oui, on a réfléchi pour pas laisser ça comme ça, hein, ça c'est pas très professionnel, on va dire. Et puis pour la tourbière, c'était pas forcément aussi l'objectif prévu. Donc alors c'est un petit schéma très simple. Donc en fait, on a voulu. Donc oui, je voulais dire qu'il y avait d'abord deux solutions. C'est soit on refaisait une seconde digue digne de ce nom, on va dire, au moins pour la partie centrale avec un ancrage à 5,20 m dans le fond minéral. Ou bien une deuxième solution à laquelle on avait réfléchi, c'était de renforcer le merlon de tourbe à l'amont, sur la palissade, plus après à l'amont, la zone hachurée en triangle que vous pouvez voir là. Donc il faut savoir aussi que la palissade, en fait, du coup, il y a un drain qui passe. Là. Les flèches bleues, en fait, c'est un ancien drain, donc elle barre le drain. Et donc du coup, voilà, l'eau s'infiltrait là-dessous. Donc voilà, le but, c'était de renforcer cet ouvrage. Et vous l'avez fait. On peut peut-être passer oui, on va avancer sur les... Parce que c'est ce qui s'est passé, vous êtes intervenu en ce sens. Voilà, oui, on a pris cette deuxième solution, oui, qui était moins onéreuse que de refaire une palissade complète. Et là, les photos qu'on voit, concrètement, c'est quelle étape? Donc là, c'était la remobilisation du merlon de tourbe. Donc, comme je le disais, c'était pour faire cette zone qu'on voyait précédemment sur le schéma en triangle. Donc, on a dû donc revenir. Donc là, c'était 1 an après les premiers travaux. Ouais. La pelleteuse est donc revenue sur le site. On a fait une nouvelle zone d'extraction de tourbe. Il fallait bien retrouver de la tourbe parce qu'on n'en avait pas du coup assez. Et là, cette fois-ci, on a bien placé la zone de prélèvement en amont de la palissade. Ça évitait du coup qu'il y ait un flux qui puisse aller dedans aussi. Et là, on voit les pelleteuses donc recouvrir la palissade et faire ce bouchon en amont. Je pour plaide... en fait déporter la charge d'eau. Je plaide coupable. Je ne sais plus si il y a une autre image à montrer. Oui, il y en a une autre. Voilà, Pierre les connaît toutes par cœur. Voilà. C'est le paillage, bien sûr. On en avait longuement parlé, paillage de l'ouvrage, oui. Ça, c'est la fin, en fait. C'est la dernière étape. Oui, alors après, on a vu, les collègues aussi ont expérimenté. En fait, le fait de laisser la tourbe nue, avec notamment les sécheresses qu'on accumule durant ces dernières années, la végétation avait quand même un petit peu du mal à reprendre, où la tourbe séchait. Donc en fait, comme on fait donc des foins, parce qu'en fait là, j'ai oublié de le dire, c'est qu'au début, on est dans une réserve naturelle, donc on est gestionnaire du secteur, des 350 hectares attenant à cette tourbière. Et donc là, on faisait des foins pour la gestion de bas-marais juste à côté, et on en a profité pour mettre du foin sur l'ouvrage. Ça a permis quoi? C'était vraiment du foin de marais qui était tout de suite à côté. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce que du coup, ça protège l'ouvrage, la tourbe qui est à nu, et ça permet aussi ça stabilise du coup l'ouvrage.
Et puis, du coup, ça permet à la végétation de repartir plus rapidement. Et on va le C'est voir vrai. en image, c'est reparti. Voilà. Donc voilà, on est quand même rassuré au bout du compte. C'est que sur l'image de drone que vous voyez à Ouais. gauche, donc la palissade que vous voyez Ouais. avec un trait jaune là, matérialisé, on voit qu'à l'amont, du coup, il y a une belle pièce d'eau. Donc c'était l'objectif Ouais. attendu. Et on peut aussi voir, donc cette photo date de septembre dernier. On voit tout de suite que les épicéas n'aiment pas avoir les pieds dans l'eau. Hein. Ça a été déjà dit ce matin. Oui. Mais là, on voit vraiment qu'ils ne résistent pas du tout Mais à avoir les pieds dans l'eau. Mais comprendre Et puis que la à priorité. droite, vous voyez. Oui, pardon. Pardon. Non, Oui. allez-y, terminez. Et donc, du coup, à droite, vous voyez aussi en haut le secteur à l'amont de la palissade. Donc, on voit que l'eau est bien remontée, hein, même au-delà, recouvre la végétation. Et en bas, l'eau qui est au niveau du bouchon. Très On bien. a réalisé en novembre. Ok. Morale de l'histoire, il ne faut pas sous-dimensionner les Voilà. ouvrages. C'est ça hein, qu'on retient. Faut pas. Oui, on a voulu tester. Pardon. Vas-y. Allez-y, Céline. Non, vas-y, Pierre. Non, mais voilà, faut pas pêcher par abus de confiance. On avait l'habitude de le faire. On l'a dimensionné ensemble avec Céline, donc on partage l'erreur. Et c'est vrai qu'on a voulu, on s'est dit, malgré les conseils de toujours de nos collègues suisses, on s'est dit descendre à 3,50 m, c'est quand même largement suffisant. C'est pas, il y aura pas. Mais l'accumulation de tous les petits problèmes, d'avoir prélevé en aval, d'avoir eu des conditions météo qui ont été particulièrement défavorable au même moment, et de ne pas être ancré dans le minéral alors qu'on est dans de la taupe qui était déjà très transformée parce que très liquide, la pression hydraulique était trop importante. Le paillage, ça a ramené aussi un élément supplémentaire, c'est qu'on maintient l'humidité en permanence sur la taupe, donc la germination est meilleure et on n'a pas les effets de la sécheresse, comme l'a dit Céline. Donc voilà, il vaut mieux aller directement avec un projet totalement ficelé qu'un projet mal ficelé qui coûte plus cher quand il faut revenir une deuxième fois. Quand on peut revenir, ce qui n'était pas simple non plus, c'est de revenir parce qu'on avait déjà tout chamboulé. Grand merci à vous deux. Il y a Nicolas Gorius qui nous dit merci à vous. Alors merci à vous, Céline, Pierre et puis les autres, de mettre en avant toutes les difficultés rencontrées. C'est vraiment très instructif, nous dit-il. Et on rappelle que le recueil d'expériences est en cours de finalisation. Ça va être un petit peu l'encyclopédie de ce programme LIFE, la Bible de ce programme LIFE. Vous pourrez y retrouver toutes ces expériences. Non, c'est fini. On est déjà en retard. Mais en fait... Pardon ? On n'éludera pas les problèmes dans le recueil. Ben non, vous les éludez même pas sur ce colloque, alors on se doute que dans le recueil, ils ne seront pas éludés non plus. Merci beaucoup. Pierre, grand merci Céline Mazuet d'avoir été avec nous. Le colloque n'est pas tout à fait fini, mais cette partie-là s'achève, cette émission s'achève. On se retrouve à 16h, toujours sur le même lien de connexion. C'est dans 30 minutes, on parlera des premiers bénéfices constatés et des suivis mis en place. Nous parlerons également des actions de sensibilisation et de communication qui ont été menées pendant ces 7 ans, et vous apprendrez que peut-être un programme LIFE peut en cacher un autre. À tout à l'heure.